Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. L'actualité est lourde, vous le savez, mais nous n'allons pas évoquer ce soir la tragédie du conflit entre Gaza et Israël. Non, au menu ce soir, davantage de prospective, peut-être pour reprendre un peu de souffle dans ce contexte pour le moins tragique. Nous allons en effet évoquer la révolution des nouvelles voies commerciales, car entre les conflits, les sanctions de l'Occident et en retour les désirs de réduire les dépendances européennes à l'égard de la Chine, ou encore les ruptures d'approvisionnement, les États à travers le monde cherchent des parades et petit à petit, une nouvelle mondialisation semble se dessiner. Alors pour affermir les contours de ce dessin, nous recevons Hervé Juvin. Hervé Juvin, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre encore une fois présent à l'appel de Choc du Monde. Vous étiez ici pour notre premier épisode. Vous êtes député européen, bien sûr, mais vous avez aussi été chef d'entreprise. Vous avez voyagé aux quatre coins du globe. Vous êtes fait connaître pour vos analyses sur le basculement du monde, notamment par votre essai publié dès 2010, Le renversement du monde, politique de la crise. Alors vous le dites souvent depuis une décennie, le monde qui s'ouvre sera radicalement différent de celui que nous avons connu. Les faits, semble-t-il, vous donnent raison. Je vous propose, Hervé Juvin, un petit aperçu. Le 6 octobre dernier, la Russie annonçait l'arrivée depuis Shanghai d'un premier navire par la route maritime du Nord. L'Europe et l'Asie étaient ainsi reliées via l'Arctique et non par le canal de Suez. Au mois d'août, Vladimir Poutine avait appelé les BRICS à renforcer leurs liens via de nouvelles voies commerciales. Moscou a lancé un projet pharaonique de corridor nord-sud qui doit relier les ports russes de la Baltique à ceux du golfe Persique, en passant d'ailleurs par l'Azerbaïdjan. La Chine, bien sûr, n'est pas en reste, elle qui a lancé à l'automne 2013, il y a 10 ans déjà, ses nouvelles routes de la soie. Ce projet touche 68 pays et près de 5 milliards d'habitants et implique la modernisation de mégalopoles. Face à cela, l'Union européenne avait annoncé en 2021 son projet d'investissement Global Gateway pour contrer les routes de la soie dotées de 300 milliards d'euros, dont 150 pour l'Afrique. Mais Ursula von der Leyen est-elle à la hauteur du défi ? Je vais peut-être commencer par la Chine, Hervé Juvin, parce que, me semble-t-il, vous revenez de Shanghai, de Shenzhen aussi. Les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie de Xi Jinping, que l'on peut apercevoir dans cette carte réalisée par Choc du Monde, symbolisent d'une certaine manière, mais corrigez-moi si je me trompe, une forme d'altermondialisation, si vous me permettez de voler cette expression. Alors, 10 ans après, parce qu'elles ont été lancées en 2013, tiennent-elles leurs promesses, selon vous ? D'abord, vous avez raison de commencer et de souligner l'importance du projet One Belt, One Road, que les Chinois appellent volontiers ceinture et route, et que nous appelons le projet des routes de la soie. Le président Xi Jinping, en lançant ce projet en 2013, avait dit que c'était le projet du siècle. On estime à de l'ordre de 1000 milliards de dollars les investissements consentis par la Chine à ce projet. Il faut considérer qu'environ 70 pays en sont membres, et il faut considérer que ce projet, en 10 ans, a pris une tournure et une consistance impressionnantes. En 2013, à peine quelques centaines de trains partaient de Chine et au bout de plusieurs dizaines de jours arrivaient en Europe de l'Ouest. Les chiffres qui viennent de m'être donnés au ministère des Affaires étrangères à Pékin, c'est que aujourd'hui, c'est plus de 16 000 trains par an qui partent de la Chine, notamment de Wuhan et de quelques autres villes du centre de la Chine, et qui arrivent en Europe, notamment en Allemagne, mais aussi en Belgique, en France, en Italie. Donc c'est en effet un projet qui a pris consistance, même s'il est contesté, même s'il n'a pas encore donné tous les résultats escomptés, et si les bouleversements géopolitiques auxquels nous assistons, notamment à travers les événements dramatiques qui suivent les attaques terroristes perpétrées contre le territoire israélien, font changer la donne et bousculent la carte des routes commerciales. Bousculer la carte des routes commerciales. Alors selon le gouvernement chinois, le 10 octobre, ces routes de la soie auraient généré 1900 milliards d'euros de contrats dans le monde. Un troisième forum One Belt One Road aura lieu à Pékin bientôt, du 17 au 18 octobre. Poutine a annoncé qu'il y participerait d'ailleurs, tout comme les dirigeants de 130 pays. J'en viens à une question sur l'Occident, d'autant plus que vous évoquez le conflit renaissant au Proche-Orient. L'Occident semble presque battu en fait sur son propre terrain, à savoir celui de la mondialisation. Est-ce un diagnostic erroné ou... Alors, je crois qu'il est bon de prendre un peu de recul.
Les grands empires et les grandes puissances, depuis maintenant plusieurs siècles, disons depuis les grandes explorations européennes, ont été des empires maritimes. Si vous regardez les cartes de l'empire maritime portugais à la fin du XVIe siècle, c'est extrêmement impressionnant. On a des routes maritimes bien établies qui vont vers le Brésil et l'Amérique du Sud. On a des routes maritimes bien établies qui contournent l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, qui vont vers l'Inde, vers les pays du Golfe Persique et qui vont jusqu'en Malaisie sur la route des épices. Donc on a des empires maritimes qui se sont constitués, portugais, espagnols et naturellement surtout britanniques. Arrêtons-nous sur ce point. Les empires les plus puissants du monde ont contrôlé les premières routes commerciales du monde qui étaient maritimes. C'est évidemment depuis la Seconde Guerre mondiale le cas des États-Unis qui continuent d'exercer un contrôle à peu près universel sur les routes commerciales maritimes. C'est ce qui est en train de changer et c'est ce qui donne naissance à la théorie d'une mondialisation chinoise opposée à la mondialisation anglo-américaine. Pourquoi ? Parce qu'à travers les projets routes, ceinture, la Chine est en train de créer une route commerciale de grande importance, des routes commerciales, à travers toute l'Eurasie. C'est le projet eurasiste, c'est le projet de l'unité du continent eurasiatique, c'est ce que évoquait le général de Gaulle, de Brest à Vladivostok, et le projet ceinture et route dans sa composante continentale, terrestre, donne consistance à ce qu'on peut appeler une autre mondialisation, qui très clairement, je ne vais pas faire référence à Carl Schmitt, mais qui très clairement est opposé aux empires maritimes, aux empires de la mer développés par les Anglo-Américains. La situation peut-elle dégénérer ? Alors la situation évolue, elle évolue rapidement. La situation évolue d'abord en raison du conflit avec l'Ukraine. Je prendrai l'exemple de quelques entreprises, Decathlon, qui a des usines de fabrication absolument considérables en Chine. Je prendrai l'exemple de Volvo, constructeur automobile qui appartient à la société chinoise Geely. Je pourrais prendre d'autres exemples, par exemple ceux de BMW. Tous ces grands acteurs économiques pour lesquels le marché chinois est tout à fait important ont été obligés, depuis l'arrêt des routes terrestres par la Russie, de trouver des alternatives. C'est ainsi que certains passent par la route transcaucasienne. La route transcaucasienne, ce sont des voies ferrées qui traversent les républiques d'Asie centrale, qui arrivent en mer Caspienne. Les containers sont chargés sur des bateaux, arrivent à Bakou, de là vont vers la mer Noire et arrivent notamment dans le grand port roumain de Constanța, qui est en train de multiplier ses capacités parce que les trafics se multiplient. Donc ces grands acteurs européens du commerce avec la Chine ont été obligés de trouver des voies alternatives. Et on voit bien que cela bouleverse la carte des ressources commerciales et aussi la carte géopolitique. Le grand gagnant, par exemple, de la route transcaucasienne, c'est naturellement la Turquie. La Turquie est en train de trouver, du fait de la guerre en Ukraine et du fait de la rupture des routes passant par la Russie, un rôle géopolitique tout à fait crucial. C'est peut-être aussi le cas de l'Azerbaïdjan, et peut-être est-ce que ça explique un certain nombre de mouvements géopolitiques tout à fait récents. Sur lesquels nous allons justement revenir dans un instant, mais on comprend tout à fait votre propos. Ce que vous nous dites, c'est que la Chine est en train de faire naître de nouvelles puissances en même temps qu'elle. La Chine fait naître de nouvelles puissances, je dirais plutôt que la Chine redistribue les cartes de la puissance. Et c'est un enjeu pour les pays européens comme pour les pays d'Asie centrale et pour bien d'autres. Quel rôle allons-nous jouer dans ce projet du siècle s'il en est, les routes de la soie ? Ça n'est pas seulement vrai des routes continentales, c'est aussi vrai par exemple de nombre de pays africains qui sont sollicités d'ouvrir leurs ports en eau profonde aux bateaux chinois et à la marine chinoise et qui s'interrogent. Vous savez que la Chine a une implantation absolument majeure à Djibouti et vous savez que lors d'un coup d'État récent dans un pays africain de l'ouest de l'Afrique, le coup d'État a été beaucoup interprété aux pressions américaines pour invalider un contrat qui permettait à la Chine l'accès à un port en eau profonde. Donc on voit bien que cet enjeu des routes commerciales rejoint les grands enjeux géopolitiques et les enjeux de puissance. Très clairement, nous sommes sur une guerre à bas bruit entre la puissance maritime américaine et la puissance essentiellement continentale chinoise. Une guerre à bas bruit, vous avez aussi évoqué le conflit ukrainien, bien sûr. Alors il y a un autre axe, une autre voie commerciale qui fait aussi parler d'elle. Elle mesure 7200 km, elle s'étend de Saint-Pétersbourg au Golfe Persique. Enfin en tout cas c'est un projet que nous pouvons encore une fois voir sur une carte réalisée par Choc du Monde, du Golfe Persique et même jusqu'à Bombay. C'est le projet pharaonique de Vladimir Poutine. Les modes sont à la fois ferroviaires, maritimes, fluviaux, routiers. C'est une voie qui demande en tout cas, selon certaines estimations,
estimation, près de 40 milliards de dollars d'investissement. Mais l'enjeu est de taille, comme nous pouvons le voir. Ce chemin pourrait prendre environ 20 jours contre 45 jours pour le canal de Suez. Est-ce le grand pari de Vladimir Poutine, mais y croyez-vous ? Alors, ça n'est pas le pari du seul Vladimir Poutine. Nos alliés américains et britanniques, depuis longtemps, ont tenté d'établir un corridor parallèle qui lui partirait de la mer Baltique, utiliserait un certain nombre de fleuves comme le Dniepr pour aboutir en mer Noire. Ces projets jusqu'ici n'ont pas abouti et ça nous permet de faire un petit peu de réalisme. Aujourd'hui, ceinture et route, les routes de la soie sont une réalité. Je l'ai dit, plus de 16 000 trains, porteurs pour l'essentiel de containers, voyagent du centre de la Chine vers l'Europe. De nombreux projets sont sur le papier. Ils supposent des investissements absolument considérables et beaucoup, tout simplement, ont peu de chances de voir le jour. Je pense notamment aux grands projets soutenus et définis par nos alliés américains qui consistent à relier l'Inde à travers le Moyen-Orient et notamment Israël à l'Union européenne. Les événements dramatiques qui se déroulent en ce moment en Israël et à Gaza donnent assez peu de chances à ce projet d'aboutir, notamment parce qu'on a vu un refroidissement très sérieux des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Il y a d'autres projets qui sont toujours en germe et qui n'aboutissent pas. Voici moins de 10 mois, j'ai eu la chance de rendre visite au port de Gwadar. Le port de Gwadar, c'est un port en eau profonde, c'est un port pakistanais, situé au sud du Baloutchistan, qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la région la plus tranquille du monde. Et le port de Gwadar devait être l'aboutissement d'un gigantesque projet, le projet CIPEC, Corridor Chine-Pakistan. Ce corridor est en projet depuis maintenant 10 ans. Il est pratiquement contemporain du début des routes de la soie. Des investissements considérables ont été réalisés. Vous voyez son importance. Les richesses du Xinjiang et de l'Asie centrale pourraient, traversant le Pakistan au long de ce fameux corridor, descendre de l'Himalaya jusqu'à l'océan Indien. Tout simplement, une insurrection larvée fait rage au Baloutchistan. Il y a encore eu des attaques terroristes il y a maintenant quelques semaines. Gwadar est sous très haut contrôle militaire et le projet de Gwadar n'a pas encore pris forme. Il est d'ailleurs aujourd'hui concurrencé par le port voisin iranien de Chabadar, auquel probablement un certain nombre de pays d'Asie centrale et peut-être aussi la Russie donnent la préférence. Et vous savez qu'un des achèvements majeurs de la diplomatie chinoise a été, dans le plus grand secret, d'organiser un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui permettait à l'Iran de revenir sur la carte des routes commerciales mondiales. Il est évident que les événements qui se déroulent en ce moment en Israël et le soutien invoqué de l'Iran aux actions terroristes du Hamas donne assez peu de place à l'Iran dans les futures routes commerciales des années à venir. Toutes ces questions sont ouvertes, mais vous voyez bien qu'on peut s'amuser à dessiner beaucoup de choses sur les cartes. On peut s'amuser à dessiner une route qui va de l'Inde et qui arrive en Europe de l'Ouest. On peut s'amuser à dessiner des routes qui descendent de la Baltique, qui arrivent en mer Noire, qui partent de la Russie et qui arrivent à l'océan Indien. Pour l'instant, tout ceci, ce ne sont que des projets, des dizaines de milliards d'investissements et à peu près aucune réalisation pour l'instant. Vous avez évoqué l'Arménie, le Haut-Karabakh et potentiellement le rôle de l'Azerbaïdjan qui est donc sur le trajet de ce corridor nord-sud initié par Vladimir Poutine. Certains ont pensé que le lâchage de l'Arménie dans le Haut-Karabakh par Poutine se justifiait par ce corridor, par l'enjeu de ce corridor nord-sud. Est-ce une hypothèse crédible selon vous ? Je ne commenterai pas davantage la situation dramatique des Arméniens au Haut-Karabakh. Je ne commenterai pas davantage ce que certains estiment avoir été des erreurs politiques majeures du gouvernement de l'Arménie, qui a semblé lâcher son protecteur historique, qui est la Russie, et qui peut-être en fait les frais. La réalité aujourd'hui, c'est que la Turquie et l'Azerbaïdjan deviennent des éléments absolument décisifs de ces nouvelles routes qui passent par l'Asie centrale. Et c'est ce qui explique en grande partie la montée en puissance de la Turquie dans le jeu géopolitique mondial. La Turquie et avec elle l'Azerbaïdjan sont en train de détenir un certain nombre des cartes déterminantes des relations commerciales, mais au-delà de cela, de l'équilibre, de la prospérité et de la paix dans cette région eurasiatique qui en a bien besoin. Pour rester justement sur ce problème de corridor nord-sud, ce projet a repris de l'importance dans le contexte des sanctions occidentales et de la recherche par Moscou de nouveaux débouchés. D'ailleurs, Moscou, mais je devrais dire Saint-Pétersbourg, puisque c'est celle qui est tournée, enfin c'est la ville russe tournée vers l'Europe. Concrètement aussi, j'ai posé la question pour la Chine, mais c'est aussi le cas pour la Russie. La Russie semble se forger de nouvelles alliances. L'Occident est-il dépassé
ce projet et par cet enjeu? Je serai évidemment très prudent avant de tirer des conclusions définitives. Mais il est clair que le projet des routes de la soie, je l'ai dit, c'est plus de 60 pays, c'est plus de 1000 milliards d'investissements, et ce sont des réalisations, y compris d'ailleurs très au-delà de l'Eurasie, avec l'Afrique, avec le Moyen et Proche-Orient, et avec l'Amérique latine. Derrière ce projet, on ne peut qu'évoquer les grandes organisations multinationales qui se sont mises en place. Le projet des routes de la soie est largement financé par la Banque asiatique d'investissement en infrastructure, la BA2I, qui finance plusieurs centaines de milliards des projets liés aux routes de la soie. Contrairement à ce qu'on croit, les routes de la soie, c'est pas du tout centralisé. On imagine un modèle bureaucratique où tout est décidé à Pékin. Pas du tout. La majorité des projets qui rentrent dans le contexte des routes de la soie, ce sont des projets qui sont financés par des banques chinoises ou d'ailleurs des banques d'autres pays, provenant d'initiatives d'industriels ou de transporteurs locaux, et il n'y a pas une centralisation, une planification autoritaire. On parle d'ailleurs des routes de la soie 2.0 pour évoquer les nouveaux 10 ans 2013, 2023, 2023, 2033. C'est beaucoup plus décentralisé et donc aussi beaucoup plus désordonné que ça n'y paraît. Évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer les BRICS. Cette organisation qui concentre la majorité de la population mondiale et qui bientôt va représenter plus de la moitié de la richesse mondiale, est évidemment associée à cette nouvelle mondialisation dont je ne dirais pas qu'elle est anti-occidentale, mais pour laquelle l'Occident est à la marge. On voit bien d'ailleurs que les tentatives du président Emmanuel Macron de se rapprocher, voire d'assister au sommet des BRICS, ont été immédiatement rejetées. Ce monde se constitue contre ce qu'il estime être une hégémonie injuste, illégitime des États-Unis et de leurs alliés. C'est bien le jeu du monde qui se joue notamment à travers ces routes commerciales. Alors, vous évoquez justement les BRICS et En fait, on voit de nouvelles villes éclore. Par exemple, Astrakhan, c'est un nom de roman, c'est une ville conquise par Ivan le Terrible au XVIe siècle. Le volume de transbordement dans cette ville a augmenté de 70% en un an. C'est un bol d'air pour la population, selon les témoignages sur place, la population baissait depuis plusieurs années. Ce que je voulais dire à travers cet exemple très particulier, je voulais vous demander, cette mondialisation est-elle davantage en fait une régionalisation ? C'est une des grandes questions. On voit aujourd'hui surgir beaucoup le thème de la fragmentation du monde. Le thème d'une instabilité croissante est aussi vieux que le monde. Chaque époque déplore l'instabilité. Quand est-ce que le monde a été réellement stable ? Aujourd'hui, certains ont peur de la fragmentation. Ce sont notamment ceux qui ont salué la globalisation naïve, entièrement dominée par nos alliés américains des années 90, le grand thème de la fin de l'histoire, et le commerce et l'économie allaient l'emporter sur tout, et la géopolitique devait être effacée. La politique allait être effacée. Très clairement, aujourd'hui, derrière le sujet des routes commerciales et derrière le sujet des nouveaux échanges commerciaux, on a partout de la géopolitique. On a partout de la géopolitique. C'est l'ordre donné aux États-Unis, à leurs alliés européens, decoupling, de-risking, resetting. Sortez de vos échanges avec la Chine, placez tous vos échanges avec la Chine sous le signe de la sécurité, du contrôle et du retour à la souveraineté. On voit bien donc que la géopolitique non seulement s'invite, mais la géopolitique est en train d'écraser l'économie et est en train d'écraser les choix commerciaux. Tout devient géopolitique. Les choix d'investissement, les choix d'infrastructures, les choix de relations commerciales. C'est la fin de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la fin du prix le plus bas comme unique critère légitime d'achat. On voit bien que dorénavant, les critères de sécurité, les critères d'autonomie stratégique, etc., sont en train de prendre le pas. Je dis cela pour répondre à votre question. Nous voyons très clairement une carte du monde se dessiner dans laquelle l'Occident n'a plus la majorité, dans laquelle l'Occident, j'ai envie de le dire, n'a plus la main, et le terrain sur lequel ça va se dérouler, beaucoup plus que le terrain continental eurasiatique, dorénavant, c'est celui des routes de la mer. On assiste à une contestation croissante du droit essentiellement de la marine américaine d'intervenir partout dans le monde et de faire du droit de la mer un droit à l'avantage exclusif des Américains. C'est notamment ce que disent les Chinois en disant que les règles américaines appliquées à la mer de Chine, appliquées aux relations de la mer de Chine avec ses voisins, sont à sens unique. On a eu un exemple assez amusant récemment, quand quelques bateaux militaires russes ou chinois sont allés faire des manœuvres qui se rapprochaient des États-Unis. Immédiatement, les États-Unis ont condamné des manœuvres incroyablement agressives et dangereuses pour la paix du monde. On peut comprendre le sourire de nos amis chinois qui disent « mais en permanence, la flotte américaine patrouille aux limites de nos eaux territoriales ».
Et ça, c'est probablement un des très grands débats. Il nous renvoie loin, il nous renvoie à Grotius, à ce juriste hollandais qui a défini le droit de la mer. On est au XVIe siècle. Grotius est un juriste qui est sollicité pour donner un arbitrage dans un bateau portugais saisi par les Néerlandais, bref. Et Grotius dit « Les bateaux qui traversent la haute mer n'y laissent aucune trace, ils n'y prennent aucune propriété, donc le droit de la mer, c'est le droit de la liberté absolue de navigation. » La question qui va se poser dans un très proche avenir, étant donné la pression croissante de la surpêche et la dévastation des fonds, étant donné les richesses sous-marines et la bagarre pour leur exploitation, étant donné les richesses de l'Antarctique et de l'Arctique qui font l'objet maintenant d'une concurrence acharnée entre Canadiens, Russes, Chinois et Américains, tout ceci va vraisemblablement conduire à redéfinir le droit de la mer. C'est un sujet majeur pour nous Français, parce que trop peu de Français le savent. Nous avons à égalité avec les États-Unis le premier ou le second domaine maritime du monde. Ça fait de la France, avec ses territoires d'outre-mer, un pays présent sur tous les continents et sur tous les océans du globe. C'est une richesse considérable dont aujourd'hui nous ne faisons à peu près rien. Et il est clair que la France, pour moi, doit être au cœur du débat sur les nouvelles routes maritimes et au cœur du débat sur le nouveau droit des mers qui est en train de s'élaborer de fait. Vous évoquez donc un nouveau droit des mers, la concurrence aussi arctique que vous avez évoquée. Ça me fait penser donc à cette troisième carte de choc du monde. C'est une voie, encore une fois, dessinée par la Russie. Évidemment, il faut des navires brise-glace à propulsion nucléaire pour passer par ce chemin en rouge. Et les Russes en disposent. Les images sont d'ailleurs impressionnantes. Bon, la voie dépendra aussi du réchauffement climatique, semble-t-il, qui n'est pour l'heure, donc la voie n'est pas pour l'heure parfaitement optimale. Mais croyez-vous à cette possibilité qui, encore une fois, serait beaucoup plus court que le chemin en bleu, donc qui passe par le canal de Suez? Oui, on a déjà des dizaines de bateaux qui passent par cette route, qui permet d'économiser entre 12 jours et 20 jours de transit, qui permet aussi d'économiser le transit difficile par le canal de Suez. Vous savez qu'il y a eu des accidents, vous savez qu'il y a quelquefois des files d'attente. Par ailleurs, le canal de Suez est dans une des zones du monde où la pacification n'est pour le moins pas assurée. On peut redouter le pire dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et donc, pour beaucoup de transporteurs mondiaux, je pense au premier transporteur mondial Maersk. Maersk a établi la route transcaucasienne. C'est une route multimodale qui suppose 2 fois des opérations d'embarquement et de débarquement. Embarquement en Caspienne pour débarquer à Bakou, recharger sur des trains, redécharger en mer Noire et redécharger à Constanza ou dans un port bulgare. Tout ça coûte beaucoup d'argent et prend du temps, et tout ça ralentit le trafic. Des bateaux qui passent par la route arctique, c'est une économie et c'est une simplification considérable. On charge tout simplement des containers à Shenzhen ou ailleurs, on les fait passer par la route arctique et ils arrivent en Europe de l'Ouest. C'est infiniment plus simple, c'est plus rapide et c'est beaucoup plus économique. Donc je ne doute pas que la route de l'Arctique, favorisée par le réchauffement climatique et par la fonte des glaces, soit un très grand atout pour la Russie dans les années à venir. Alors, on a beaucoup critiqué la pollution des navires. Vous êtes très soucieux vous-même, Hervé Juvin, de l'écologie. Est-ce une solution de raccourcir les temps de trajet ou faut-il envisager autre chose? Cela vous inquiète-t-il, en fait, cette perpétuation des voies maritimes? En matière d'environnement et en matière de lutte contre le changement climatique, il y a un tabou absolu. Le tabou absolu, c'est le libre-échange. Personne n'ose mettre en cause le fait que, quelquefois, pour gagner simplement quelques euros sur un container, une partie de ce que nous consommons, de ce que nous mangeons, de nos habits, etc., font des milliers et des milliers de kilomètres, transportés dans des navires de commerce dont, je rappelle, ils sont les véhicules les plus polluants au monde, tout simplement parce qu'on utilise pour alimenter leur moteur ce qu'on appelle les fonds de cuve. Les fonds de cuve, c'est ce qui reste après le kérosène, après l'essence, après le mazout, c'est ce qui est le plus polluant au monde. Et la conversion de la flotte mondiale avec des moteurs moins polluants est encore à venir et vraisemblablement ne verra pas le jour avant très longtemps. Mais c'est un tabou absolu. Il est très clair que relocaliser une partie de nos productions, retrouver une partie de notre souveraineté industrielle, ça n'est pas seulement un sujet de sécurité et un sujet d'autonomie, c'est aussi un sujet de limitation des pollutions environnementales. Mais ceci, je le répète, c'est pratiquement un tabou. Vous le savez comme moi, une grande partie de la richesse de l'Occident est fondée sur le libre-échange. Faire produire à très peu cher des produits et des services que l'on vend cher sur nos propres marchés,
ce dogme ou ce tabou est très loin d'être remis en cause. Un tabou très loin d'être remis en cause. Eh bien, Hervé Juvin, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment encore une fois d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Encore une fois, merci pour vos éclairages et votre souci prospectif. Merci à tous. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Merci et bonsoir à tous.